Pistomok, bonjour à tous, je suis Sébastien et aujourd'hui on est le 19 août et je vais donc répondre à la question numéro 19 de RPGAD. Ceci est une prise numéro 2 suite à un petit souci de caméra. Donc ça va perdre un peu de sa spontanéité habituelle, je suis désolé, mais au moins l'avantage c'est que je sais ce que je vais vous dire et il y aura peut-être un peu moins de A, de E et de blanc. Donc voilà. La question d'aujourd'hui c'est une séance sensationnelle. Alors, le mot-clé, c'est séance. Mais moi, aujourd'hui, je vais rester sur une séance sensationnelle, et je vais rester plutôt sur le mot sensationnel. Dans l'idée de... Alors, je suppose que ça a été traduit sensationnel dans le sens où c'est quelque chose qui a fait sensation. Moi, je vais plutôt rester du côté sens. Pourquoi? Parce que la dernière séance où il y a un truc qui me revient à l'esprit, qui m'est revenu à l'esprit en fait par un son, c'est la partie publique que j'ai fait au barrageux Strasbourg, le Schlockenspiel, du jeu de rôle Wipera, qui remonte il y a quelques temps. J'ai fait une vidéo de retour sur ce jeu en développement, qui pour l'instant n'est pas disponible dans le commerce ici, ou là, pardon. Et c'est vraiment un jeu que j'ai adoré, un univers que j'ai beaucoup aimé. Le MJ était super, parce que le mec, il a créé son univers et il le connaît depuis un paquet d'années, donc il sait poser l'ambiance, il sait vous l'expliquer, et le jeu est vraiment sympatoche, même si, mécaniquement, j'étais pas fan de la mécanique de pioche, mais l'univers est suffisamment intéressant et suffisamment fun, et le jeu est vraiment très intéressant, et si j'ai bien compris, il y a eu un petit correction, petit patch dans la mécanique, donc bravo. J'ai vraiment hâte de pouvoir un jour de nouveau y jouer. Mais pourquoi je parle de cette séance? Parce que dans les mécaniques de jeu de votre personnage, vous avez la possibilité de prendre un point de corruption quand vous décidez de retester un test de compétence, pour faire simple. Je sais pas... Voilà. Et quand vous avez suffisamment de points de compétence, quand vous avez suffisamment fait de relance et des choses comme ça, vous prenez un point de corruption. Je sais plus quel est le seuil, mais bon, c'est pas important. Je crois que pour mon personnage, c'était 4 ou 5. Et puis, mais bon, pas important. Et donc, au bout de 3 ou 4 relances dans la partie, vous preniez un point de corruption. Et en fait, le MJ représentait ça. Il avait une sorte de calice, donc un verre à pied en métal. Et à chaque fois qu'il jetait dedans une petite pierre, un petit cristal en plastique dedans, et qu'il le jetait, que ça tapait sur le bord du verre, enfin le bord de la coupe, et ben, elle sonnait, mais vraiment, elle tintait très joliment. Et ça, c'est un bruit qui m'est resté vraiment en tête, que j'ai vraiment apprécié. Et ce qui est marrant, c'est qu'une fois qu'on le connaît, et ben, et qu'on l'entend, même si on n'est pas à la partie, on sait que, ah, c'est parce que généralement, quand le MJ remplit cette coupe, les choses vont se passer de moins en moins bien à la fin de l'histoire. Les résultats seront moins bons, ou il pourrait y avoir des conséquences plus ou moins mauvaises à la fin. J'ai le souvenir d'un autre scénar que j'ai fait avec lui, où plus l'équipe prenait de corruption, à la fin il rentrait en contact avec une divinité de l'univers, et cette divinité, si vous aviez de la corruption, elle réagissait. Si vous aviez plus, elle réagissait plus. Si vous n'en aviez pas, je suppose qu'elle était très contente. Puisqu'elle fait partie des divinités qui, justement, essaient de se battre contre les forces qui corrompent l'univers de ce jeu. Voilà. Et donc, c'est une mécanique que j'adore. Enfin, c'est quelque chose que... C'est un feedback comme ça que j'adore. C'est ce petit son qui vous dit... Ding, c'est quelqu'un qui fait tinter la cloche, hein, qui sonne l'avancée de l'apocalypse. En gros, et je trouve ça très sympa. C'est très parlant. Et quand on est joueur et qu'on sait ce que ça représente, quand on a fait la connerie de le faire 2-3 fois, ben, on sait qu'on ne doit plus le faire. Et c'est vraiment un peu la puissance du côté obscur. Vous êtes toujours tenté. Et c'est aux joueurs... Et c'est aux joueurs de résister, pas aux personnages, aux joueurs de résister. Donc voilà.
C'est ça qui est marrant, et ça me plaît beaucoup, et donc c'est quelque chose qui est vraiment resté, qui était vraiment... qui a marqué mes sens, et donc vraiment j'apprécie beaucoup. Et donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Je vais pouvoir passer au thème aujourd'hui, le thème est hologramme. Je vais lancer le dé, on va voir ce que ça donne. Il était hors champ, je suis désolé. Mais c'était un 2. Donc aujourd'hui, de nouveau, avec ces hologrammes, je vais devoir créer un PNJ. Alors, je vais être dans l'univers de Star Trek. Et les hologrammes dans l'univers de Star Trek sont un peu spéciaux. Je ne sais pas si vous connaissez l'univers de Star Trek, mais pour vous expliquer, pour faire simple, la société humaine, le monde des humains dans Star Trek, est une société qui a dépassé les besoins matériels de base. Et comment ils ont fait ça? Il y a, outre le fait qu'ils n'ont pas de soucis pour générer de l'énergie, puisqu'ils ont accès à des réacteurs à fusion, voire des réacteurs à dilithium, et ben, en faisant entrer du dilithium en contact avec de l'antimatière, ils arrivent à générer énormément d'énergie. Ne me demandez pas comment ça marche, mais... Science! Ça marche. Et donc, ils ont découvert aussi, outre le fait d'avoir un moyen de propulsion hyperluminique dans le warp drive, donc dans le moteur à distorsion, ils ont réussi aussi à créer... J'ai oublié de passer sur la bonne caméra. Ils ont réussi à créer la téléportation. Et donc, pour se téléporter... Et quand ils ont découvert ça, ils ont découvert qu'ils pouvaient convertir la matière en énergie, en information, transmettre cette information et la rematérialiser plus loin, des fois sans avoir même d'endroit pour la recevoir. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir un téléporteur au point de départ, mais il n'y a pas forcément un téléporteur à la réception. Vous pouvez vous faire rematérialiser en pleine nature. Donc, je disais, ils ont donc découvert que la matière était convertible en énergie et que l'énergie pouvait être convertie en matière. Et que, en utilisant une fraction de l'énergie, on pouvait créer temporairement de la matière. Autant un être humain peut être téléporté, parce qu'en fait, même si c'est pas la même matière qui compose le nouvel être que vous venez de téléporter, la personnalité, tout ça reste conservé, donc elle est convertie aussi en énergie, elle est transmise. Et c'est celle-là qui n'est pas perdue. C'est la seule info qui n'est pas vraiment perdue. Parce que je pense que c'est beaucoup plus simple de récupérer de la matière localement pour recréer le corps que de se faire chier à devoir transformer en énergie tout le corps. Et c'est ça qui rend la téléportation vachement flippante selon moi, c'est parce que justement on détruit votre corps à chaque fois que vous vous téléportez. Et c'est juste votre conscience, votre âme, comment vous voulez l'appeler, qui est transféré. Ce que eux, ils appellent dans la mémoire tampon, dans le buffer. Voilà. Et c'est quand même vachement flippant, en soi. Philosophiquement, c'est sacrément flippant. Mais là n'est pas la discussion. Et donc, ils ont découvert aussi qu'en utilisant une fraction de cette énergie, ils peuvent aussi créer donc temporairement de la matière, dont des corps humains. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas créer un être sentient, parce qu'on n'a pas la personnalité, on n'a pas l'âme. Ça, c'est de la donnée qui n'existe pas. Et donc, ils utilisent ces sortes de marionnettes virtuelles biologiques qui sont pilotées par un ordinateur qui a une intelligence artificielle poussée. Enfin, je ne crois pas que ce soit des intelligences artificielles. C'est un truc proche, mais ce n'est pas des intelligences artificielles. C'est l'équivalent des large language models qu'on a, nous, qui ne sont pas des vraies intelligences artificielles, qui sont juste des bots de chat hyper améliorés. Mais il n'y a pas une vraie intelligence là derrière. Elle vous donne juste l'illusion d'eux. Elle est capable de rêver, de générer des choses, mais elle a pas... C'est quelque chose de créatif, mais elle est pas capable de raisonnement. Elle va toujours vous donner la réponse qui lui semble la plus probable par rapport à ce que vous lui avez demandé. Alors quand c'est une discussion, elle va vous donner la réponse qui lui semble la plus probable, mais elle peut complètement divaguer
et malgré tout vous donner cette réponse. C'est pour ça que, quand vous posez des questions à ChatGPT et compagnie, faites bien attention. Ne lui demandez pas des questions techniques sur des domaines que vous ne connaissez pas, parce que vous n'aurez aucun moyen de savoir si ce qu'elle vous dit est vrai. Utilisez-la pour des choses créatives. Voilà. Ou bien pour discuter sur des choses que vous connaissez. Enfin bon, passons. C'est pas la discussion. Et donc, dans ce... Comme je disais, c'est le holodeck, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, cet endroit où on crée temporairement la matière qui peut être pilotée par l'ordinateur à des fins récréatives. Oui, donc on crée une illusion d'être humain temporairement. En gros, on crée des acteurs virtuels, des agents, et on laisse l'ordinateur les piloter pour raconter des histoires. C'est un peu, on va dire, l'évolution de l'acteur. Nous, actuellement, on paye des êtres humains pour se faire passer pour quelqu'un qui ne sont pas. Là, on crée un être biologique qui ressemble très proche à un humain, et on va le laisser piloter par... Enfin, on ne crée pas un être biologique, parce que il répond au vivant, mais en fait, si le contrôle de l'ordinateur était coupé, ce serait juste un tas de viande, l'un d'autre. Donc, c'est pas quelqu'un de vivant, c'est pas quelqu'un... alors, justement, ça fait partie des épisodes un peu philosophiques, où des fois, il se passe qu'il y a des héros de Star Trek qui sont en discussion avec certains de ces personnages, et certains tombent amoureux, d'autres discutent et apprennent et découvrent des choses très intéressantes. Donc, on n'est pas sur des personnages sentients, mais dans des rares cas, il arrive que cela crée des êtres vraiment sentients, dans le cadre d'erreurs quasi... Enfin, dans le cadre d'erreurs de manipulation, j'en veux le personnage de Moriarty, qui est la série des Sherlock Holmes dans les Star Trek Next Generation, parce que oui, c'est ça l'avantage de l'holodeck, en fait, c'est quand ils voulaient pas faire des épisodes science-fiction, ben ils allaient dans l'holodeck et ils allaient faire quelque chose. Ils allaient faire une aventure, ils allaient vivre Donc l'équipage de l'Enterprise allait revivre des versions holodeck des romans de Sherlock Holmes, voire des fois, il est arrivé que suite au prompt donné à l'ordinateur par un des membres de l'équipage, l'ordinateur a créé une vraie intelligence artificielle et un vrai personnage sentient dans la machine qui est incarné. Et ça a donné une série d'épisodes avec Moriarty qui sont vraiment très sympas. Et c'est un personnage récurrent qui, même si c'est le méchant et généralement l'antagoniste des histoires, est quand même un peu attachant. Moi, je l'aime beaucoup. Donc voilà. Mais bon, passons. Et donc, justement, je vais faire un CNPC de holodeck, un CPNJ de holodeck, mais moi, ce ne sera pas une entité sentiente, ce sera vraiment un personnage tout simple, mais qui a la particularité d'être de nouveau utilisé par notre cher ingénieur généticien. C'est un assistant, pareil, parce que des fois, quand il travaille à faire des simulations de création de... Enfin, quand il va vraiment travailler sur le génome, il utilise l'holodeck pour ça, parce que c'est quand même vachement plus pratique. Il peut aller comme ça se balader au milieu d'une chaîne à double hélice, voir un peu comment les choses évoluent, le processus de copie, le processus... Il peut simuler tout le processus d'une vie du cellule avec ce nouveau code modifié, ou bien pas forcément une cellule d'ailleurs, ça peut être une acide aminé ou ce genre de choses. Enfin, acide aminé, je crois que c'est les ARN. Je suis plus bien au fait de ma biologie, donc vous m'excuserez. Mais bon, voilà. Bref, il utilise un holodeck comme espace de simulation, espace de travail, et donc, il va avoir avec lui un assistant. Il a Ariane, qui était un petit robot qui était avec lui en dehors de l'holodeck, et en fait, Ariane est en communication, enfin, est une copie locale, on va dire, d'une Ariane qui existe aussi dans l'holodeck, qui là est en fait... Je vais un peu partir dans le même délire que
quand Geordi Laforge a recréé dans l'holodeck une des ingénieurs qui a créé le moteur de l'Enterprise et qu'il avait besoin de quelqu'un avec qui discuter d'un problème grave. Et en fait, l'ordinateur n'a pas pu recréer la vraie personnalité de cette personne, mais il a créé la personnalité de quelqu'un qui allait bien s'entendre avec Geordi, et au final, il en est un peu tombé amoureux, ça a donné des quiproquos et toute une histoire intéressante. Pareil, je vous invite à voir ça, c'est une série d'épisodes, pareil, qui est un arc narratif qui est plutôt sympatoche. Mais voilà, et donc cette Ariane-là, c'est cette Ariane qui naît, quand elle n'est pas dans ce robot, et ben elle existe, la personnalité, elle existe dans l'ordinateur de l'holodeck, et elle travaille avec notre généticien. Et elle est utile parce qu'elle a des accès admin, on va dire, à l'ordinateur. Elle est capable de faire des choses de manière indépendante de l'utilisateur, même si généralement ça se fait pas trop parce que il y a du danger, tout ça. Donc il y a des consignes de sécurité il y a des verrous de sécurité qui sont mis en place sur certaines choses, mais vu qu'il passe beaucoup de temps dans un holodeck, il a réussi un peu à le jailbreak, à le déplomber et à faire des choses que normalement le programme ne devrait pas être capable de faire. Mais pareil, voilà. Et je pense que c'est assez sympa, c'est assez rigolo et voilà la vraie incarnation d'Ariane pour ce monde, pour ce personnage. Et pourquoi je l'ai appelé Ariane? Simplement parce qu'elle guide ce mec dans son métier. Oui, je sais, c'est complètement plat, mais pas grave. Je pense avoir fait le tour du thème. Donc cette vidéo pour aujourd'hui est maintenant terminée. Comme d'habitude, je vous souhaite de trouver ce qui vous rend heureux. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous dis simplement à demain, ou plutôt comme on dit chez moi, peace mouille.